Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parlez-vous cinéma, l'émission quotidienne du Festival international du film d'Amiens. Aujourd'hui, nous recevons Nicole Fernandez-Ferrer, directrice du centre audiovisuel Simone de Beauvoir, situé à Paris. Bonjour Nicole Fernandez-Ferrer. Bonjour. Alors vous êtes archiviste, programmatrice, traductrice pour le cinéma, mais aussi membre de différentes associations féministes. Et comme on le disait à l'instant, vous êtes à la tête du centre Simone de Beauvoir depuis 2004. Est-ce qu'on pourrait d'abord revenir sur l'histoire de ce lieu devenu emblématique pour le cinéma féministe ? Alors ce lieu existe depuis bien avant, en fait depuis 1982, où il a été créé par Delphine Seyrig, la comédienne de cinéma-théâtre que vous devez connaître, je pense, par Carole Rossopoulos, qui est considérée comme la pionnière de la vidéo légère, qui apparaît à la fin des années 60, et par Johanna Wider, donc, qui était aussi une de leurs amies et qui est traductrice. Malheureusement, deux de nos fondatrices sont décédées assez jeunes, autour de la soixantaine. Et donc, en fait, le centre a démarré en 82. J'y ai d'ailleurs travaillé à cette époque-là. Je venais de finir mes études en archives, documentation audiovisuelle, informatique. À l'époque, c'était assez nouveau dans les années 80. Et puis ensuite, j'ai fait beaucoup d'autres activités, dont celle que vous avez citée, de la traduction, mais aussi de la régie technique de festival, etc. Et puis, le centre a fermé entre 92 et 2004 pour des raisons financières. Et en fait, c'est sur la suggestion de Carole, notamment avec qui j'avais continué à travailler, que nous avons décidé de le réouvrir. Donc après cette fermeture quand même très longue, on a donc décidé de le réouvrir en 2004. Ce qui a permis la réouverture, c'est parce que le CNC à l'époque avait pris toutes les archives et les avait en fait conservées dans un de ces lieux de conservation à Bois d'Arcy. Donc on a pu retrouver ces archives. Enfin, je le fais court parce que ça a été une longue bataille, mais on est arrivé à réouvrir. Et donc maintenant, ça fait donc depuis 2004 que le centre fonctionne de nouveau comme un lieu d'archives féministes et LGBT. Et aussi comme un lieu d'éducation à l'image, puisqu'on a une grosse partie d'éducation à l'image aussi dans nos activités. Également, un travail qu'on mène avec des personnes qu'on dit d'une façon très pudique, éloignée de la culture, donc des personnes qui sont en prison. Et justement, on va revenir donc sur la réouverture du lieu en 2004. C'est vous qui êtes à l'initiative de la réouverture de ce centre. Sous quelle impulsion avez-vous décidé de reprendre ce lieu en main ? Alors en fait, c'est à la suite de la fabrication d'un film donc avec Carole en 99. Elle a fait un film sur l'histoire du mouvement féministe français et suisse, puisqu'elle est d'origine suisse. Donc le mouvement féministe entre les années 70 et 80. Et moi, j'ai fait la recherche d'images, parce que je suis aussi recherchiste d'images. Et on s'est dit, c'est vraiment bête, toutes ces images qui sont dans des placards, dans des cartons et qui sont plus visibles. Et donc, vous voyez, entre 99 et 2004, il a fallu un petit peu de temps avant de mettre sur pied, donc avec d'autres personnes qui m'ont aidé à réouvrir. Donc, on a démarré très petit, en fait, même sans local au début. Et ensuite, on a commencé à reprendre les activités. Et donc, c'était cette idée de remettre en circulation ces films, mais également, en fait, de continuer à produire des archives et aussi d'accueillir des nouveaux films dans notre collection. Justement, ma question, c'était quelles sont les activités et les objectifs du centre audiovisuel Simone de Beauvoir ? Alors la première activité, le cœur de notre travail, c'est vraiment de s'occuper de ces archives. On a passé un accord donc en 2005 avec la Bibliothèque nationale de France qui nous a permis de numériser nos collections et aussi de restaurer certains films. Je devrais dire vidéo parce que c'était de la vidéo, c'est majoritairement de la vidéo. Et donc autour de ce cœur qui est donc conserver ces archives, les valoriser, les restaurer, les numériser, les distribuer, les diffuser un peu partout en France et à l'étranger. On a un certain nombre d'activités, donc de conférences, par exemple sur l'histoire de la vidéo féministe. On intervient beaucoup dans des écoles d'art, dans des universités. Mais on a aussi développé, comme je le disais auparavant, ce qu'on appelle l'éducation à l'image, à partir justement aussi d'extraits de films féministes et même d'archives ou de films LGBTQI. Et donc, on va dans des écoles, depuis l'école primaire jusqu'au lycée, à l'université, parler de ce qu'on appelle les clichés de genre ou les stéréotypes sexuels ou les discriminations en règle générale et travailler donc avec des personnes qui sont en général dans le milieu scolaire, mais pas que, sur ces stéréotypes dans le cinéma. Alors, pas seulement dans nos archives, mais dans le cinéma en règle générale, dans la publicité.
Et on a aussi, alors j'évoquais les prisons, ça c'est quelque chose que je faisais déjà auparavant et j'ai souhaité continuer. Donc en fait, tous les mois, je me rends dans une maison d'arrêt qui est la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, au sud de Paris. Et donc je projette des films, alors qui ne sont pas nos films, mais qui sont des films encore à l'écran, en fait, des films donc qui passent sur les écrans. Et je fais venir à chaque fois avec moi soit le réalisateur, Trice, des comédiennes, un technicien, je ne sais pas, image, une preneuse de son, enfin quelqu'un qui a participé au film. Ça nous permet de parler à la fois du fond du film, mais aussi de parler de la technique du cinéma. Et une autre activité, parce qu'on est très ambitieuse, donc on fait plein de choses. On a aussi développé tout un travail avec des artistes, parce qu'on s'est rendu compte que pas mal de personnes nous demandaient des extraits d'archives, soit pour intégrer à des films, bon, ça c'est le plus traditionnel, mais également on a eu une chorégraphe qui est venue étudier les mouvements corporels des femmes dans les manifestations, d'autres c'était les slogans. Et donc on a créé en fait un groupe qui s'appelait Travelling Féministe, qui pendant plusieurs années a travaillé, a fait des séminaires avec des artistes, et ça a donné lieu à 2 grandes expositions sur les collectifs vidéo féministes Delphine Seyrig qui ont eu lieu. Alors, une était à Villeneuve-d'Ascq, donc près de Lille. Au Et LAM, je crois. au LAM, voilà, C'était ça? exactement. Et l'autre au musée Reina Sofia à Madrid. Et là, on vient de nous demander de poursuivre en fait ces expositions, notamment en Autriche et en Allemagne. Donc, on est très contente parce que ça va continuer à tourner. Et donc vous vous adressez à divers publics à travers des expositions, des conférences, des festivals, des ateliers. Vous disiez que vous interveniez en fait dans des écoles, même auprès dans le milieu carcéral. Mm. Qu'est-ce que vous cherchez à dire, à transmettre à tous ces gens? Alors, déjà, c'est permettre un accès à la culture cinématographique et vidéographique et surtout à une culture féministe, une culture qui prend aussi comme je disais, puisqu'on travaille contre les discriminations, contre les préjugés, donc qui englobe en fait toutes sortes de personnes. Donc, c'est aussi pour peut-être un peu prendre une voix qui n'est pas tellement de côté, puisque les femmes et les personnes, par exemple, d'origine étrangère ou LGBT, ne sont pas minoritaires dans la société, mais en tout cas, elles sont mal représentées. Donc, c'est cette volonté aussi de donner une part d'accès à la culture qui représente ces personnes, mais aussi que ces personnes puissent aussi s'en emparer. Donc, par exemple, quand on travaille avec des détenus, c'est une façon aussi d'ouvrir une porte ou une fenêtre vers l'extérieur, mais qui n'est pas que la télévision, qui est aussi un art à part entière, qui est le cinéma. Et on a le souci de montrer des films justement qui sont des films souvent indépendants, des films faits pas forcément par des réalisateurs ou autrices très connus, mais pas que. Il peut y avoir aussi des gens connus qui viennent les présenter. Donc c'est toujours cette idée d'ouvrir et puis aussi de comprendre comment est fait le cinéma. Donc notre souci, c'est aussi de permettre de comprendre cette écriture, pourquoi on fait des choix. Donc on essaie toujours de parler du fond, évidemment, mais aussi de la forme, ce qui n'est pas toujours facile. On le voit même dans les débats au cinéma ici, par exemple. C'est plus difficile de parler de la forme parce que les personnes ont toujours l'impression que c'est très technique, alors qu'en fait, tout le monde voit des images toute la journée, enfin surtout depuis l'apparition qui est ce qu'on appelle encore on dit les nouveaux médias, mais en fait c'est un peu faux parce que ça existe depuis très longtemps. Mais disons qu'on est encore plus inondé d'images, donc en fait on est tous aptes et toutes à les analyser et à savoir ce qu'on peut en faire. Puis au moins les décrire. On est Voilà, tous les capables de décrire. décrire une image pour comprendre finalement son fond. Exactement, et comprendre comment c'est fait, comprendre aussi comment on peut être manipulé, mais pas que, on peut prendre du plaisir aussi d'ailleurs à être manipulé, après tout. Mais c'est bien de savoir pourquoi on l'est et comment ça a été fait. Dans une interview pour la plateforme d'archives féministes Her Story, vous soulignez votre envie de se réapproprier l'histoire plutôt que de la transmettre. Qu'est-ce que vous entendez par là? Ah, alors ça, c'est ma grande passion avec les gens plus jeunes. C'est de leur dire, c'est à vous aussi d'aller chercher. Alors, c'est pas seulement avec le cinéma, hein, ça peut être avec le cinéma, mais ça peut être avec l'art, avec la peinture, avec le théâtre, l'opéra, la musique, d'aller chercher vos propres sources et pas d'attendre seulement des gens plus âgés de vous transmettre, parce que transmettre, c'est très bien. Hein, moi, c'est ce que je fais dans toute ma vie, mais c'est bien aussi à vous de vous en emparer, de faire vos choix, d'aller chercher peut-être des choses qui nous ont échappé, ou de les voir à votre façon, en fait. Et donc, je pense que la façon dont on cherche est presque plus importante que ce qu'on trouve. Mais ça, c'est peut-être mon côté recherchiste, en fait, documentaliste qui dit ça, parce que je pense que la façon dont on va chercher des informations, dont on va chercher des œuvres et dont elles nous arrivent, est un chemin, en fait, qui est très individuel et singulier. Et je pense que c'est important de le pratiquer. Et pour moi, moi, j'adore, en fait, j'ai toujours adoré tout ce qui est nouvelles technologies, comme je disais, entre guillemets, informatique, etc.
Mais je pense qu'il faut aussi savoir faire un pas de côté et Mhm. peut-être, comme je viens de le voir là dans un film, par exemple, regarder des étoiles, et ben, ça peut être aussi culturel. Donc il faut se nourrir d'images et après se les réapproprier, en faire quelque chose, Voilà, et en faire quelque chose les pour, acquérir. voilà, pour sa propre, on va dire, ses propres combats, par exemple, ou sa propre culture, ou tout simplement pour son plaisir, en fait. Et justement, en parlant d'images et de films, cette année, le FIFAM braque les projecteurs sur les femmes du cinéma. C'est le grand thème de Mm. notre 41e édition. Vous venez donc présenter 3 films issus des archives du Centre Simone de Beauvoir. 12 fois impur de Mona Filière et Anita Pérez, Rising the Roof de Françoise Flamand et Véronica Selver, Mm. et Anne Gaëlle de Agathe Simonel, dont je vous propose qu'on regarde tout de suite la bande-annonce. Il y en a 4, hein. On reviendra après dessus. Depuis que j'ai le numéro 2, alors c'est génial, sur ma carte vitale, je suis vraiment considérée comme une femme et je reçois donc des appels, des courriers pour passer des mammographies contre le cancer du sein. Alors évidemment, pour moi, c'est un grand honneur d'être reconnue comme femme et d'aller passer ce genre d'examen qui effectivement est quand même pas très agréable parce que j'en ai quand même déjà passé un. Je sais ce que c'est. Et là, il faut que je reprenne un rendez-vous justement. J'ai ça depuis quelques jours sur mon bureau. Alors je vais le prendre. Alors là, tu vois, il y a quelque chose que je veux pas, c'est qu'on me dise ah, vous prenez rendez-vous pour votre femme, monsieur? Alors là, ça craint. Et ça peut m'arriver parce que ma voix au téléphone, si tu veux, elle peut, une chance sur deux, quelquefois, que par le téléphone, on me dise monsieur. Bon, alors ça me bouleverse pas, mais ça m'agace. Et là, en l'occurrence, j'ai pas envie qu'on m'appelle monsieur. On était en train de regarder un extrait de Anne Gaëlle de Agathe Simonel. Alors vous venez de me dire qu'en fait il y avait 4 films issus des archives du Centre Simone de Beauvoir qui sont présentés au FIFAM cette année. Est-ce que vous pouvez nous les présenter? Oui, alors on a en fait, à la demande donc de Anouchka de Andrade, elle m'avait proposé en fait de faire un focus en fait sur des femmes, sur des films faits par des femmes ou films féministes de nos archives. Donc voilà, on a discuté, on a fait un choix de film, après on est revenu, ça s'est rétréci, ça s'est élargi. Bref, on est arrivé à ces 4 films, donc qui représentent évidemment une toute petite partie de nos archives, puisqu'on a à peu près 1500 titres dans nos archives, dont 350 qui sont en distribution. Et donc, on a choisi, alors Anne Gaëlle, il y avait une réflexion par rapport à la transidentité. Donc, on a plusieurs films, on a 7 ou 8 films qui portent sur ces questions. Anne Gaëlle est un des premiers qu'on a dû avoir au centre et il me semblait intéressant, d'abord parce qu'il a été fait par une jeune étudiante, enfin, qui ne doit plus être une jeune étudiante maintenant, mais à l'époque, donc Agathe Simonel avait choisi donc de filmer cette personne qui était non pas qui avait fini son parcours de transidentité, mais qui était donc justement dans, on va dire entre guillemets, sa nouvelle peau et qui donc raconte aussi son parcours et sa volonté de se battre aussi par rapport à d'autres personnes qui sont dans ces chemins transidentitaires. L'autre film donc, que vous avez cité, c'est Raising the Roof Oui, c'est ça. de Véronica Selver et Françoise Flamand, qui est un film d'archives qui porte en fait sur des femmes charpentières aux États-Unis qui ont commencé à travailler dans les années 70. En fait, c'était une époque, donc on va dire que c'est une époque importante pour le féminisme dans le monde. Et ces femmes ont décidé de s'emparer de métiers qui étaient dits masculins, enfin qui sont d'ailleurs toujours dits masculins. Et on voit le parcours, en fait, comment elles deviennent charpentières, le travail qu'elles vont faire à la fois de formation, mais aussi justement, puisqu'on en parlait, de transmission, Mhm. et la difficulté aussi à se faire reconnaître comme femme dans ces métiers-là. D'ailleurs, il y a pas, je fais une parenthèse, on va acquérir un film iranien qui a été fait là, cette année sur des femmes justement aussi menuisières. La menuiserie est interdite aux femmes comme métier, enfin, était pas reconnue, pas interdite, mais pas reconnue comme métier pour les femmes en Iran. Et donc, elles se sont battues, elles ont réussi à obtenir. Donc, vous voyez, il y a une continuation dans l'histoire. Ensuite, on présente donc The Archivette, qui est un documentaire donc, de Megan Rossman sur le centre d'archives lesbiennes de New York, enfin qui est à Brooklyn. Ça s'appelle Her Story Lesbian Archive. Et c'est un centre qui a été créé dans les années 80, qui est très important, qui conserve à la fois des livres, des films, mais aussi des objets, des badges, même des vêtements de femmes lesbiennes donc, qui ont déposé là, leurs archives. Et c'est un centre qui est ouvert à tout le monde et qui a une longue existence et qui... Et d'ailleurs, Megan Rossman vient à Paris à la fin du mois présenter le film. Donc, elle vient de New York pour le présenter ici. Et le 4e film, donc, c'est... Ça y est, j'ai oublié maintenant. C'était 12 fois impur de 12 Mona fois impur, Filière et voilà. Anita Pérez. Alors, 12 fois impur, c'est un petit bijou, en fait, qu'on a
refait numériser il n'y a pas très longtemps parce qu'il était mal numérisé. C'est un film qui a été fait à la fin des années 70. Alors, comme son titre, alors 12 fois impur, c'est un titre qui peut porter à confusion, mais c'était en fait une façon de dire les femmes sont toujours considérées comme impures. Et c'était la volonté de ces deux réalisatrices, donc Mona Filière et Anita Pérez, de donner la voix à des femmes qui n'avaient pas l'occasion de parler, on va dire en tout cas dans les médias. Elles ont donc choisi des femmes qu'elles connaissaient ou des femmes de leur famille. Et puis elles ont cherché aussi donc des femmes un peu plus jeunes qu'elles, donc par le biais d'amis et d'amis, voilà, c'était les filles d'eux. Donc vous avez des lycéennes, des femmes retraitées, des femmes en activité. Et chacune donc raconte son rapport à la société, au travail, mais aussi à la sexualité, à la liberté, à l'avortement. Il y a beaucoup de thèmes et ce sont des très très beaux portraits filmés avec beaucoup d'attention. Et voilà, ce film donc, qui date de la fin des années 70 ressort là en fait ici grâce au festival et va être montré aussi à Paris en décembre. Donc vous voyez, il y a une continuité de voilà. Et justement, dans la plupart de ses œuvres, il n'y a pas du tout ou très peu de voix off. Je pense notamment à 12 fois impur ou à Anne Gaël. Les personnes filmées ont donc beaucoup de place pour s'exprimer. Est-ce que c'est ça pour vous, un film militant ? Alors, je ne sais pas si c'est seulement des films militants, mais en tout cas, pour moi, ce sont des bons documentaires dans le sens où on n'a pas besoin d'explications pour comprendre de quoi on parle. Là, je viens de voir le film Soplo Souffle, le film donc d'une réalisatrice angolaise là, dans la séance de court-métrage. C'est pareil, on n'a pas d'explication donnée par-dessus en fait, les personnes. Ce sont les personnes elles-mêmes ou les images qui vous font comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire c'est tout le contraire de la télévision. Vous savez, où on a un journaliste avec un micro et derrière, on a des gens qui passent ou un événement, je ne sais pas, un drame, etc. Et c'est le journaliste qui vous explique ce que vous devez comprendre des images qui sont derrière vous ou des personnes qui n'ont pas la parole. Et donc, pour moi, le documentaire, en tout cas, si vous voulez, à part entière, on peut dire alors militant, féministe, mais il y a pas que on n'a pas que des films militants chez nous engagés. C'est donner la parole aux personnes qui ne l'ont pas ou laisser comprendre aux spectateurs tristes ce qu'ils ont envie de sortir du film, en fait, pas toujours leur indiquer ce qu'ils devraient comprendre. Mais dans les films militants, on peut avoir aussi l'inverse, c'est-à-dire on peut aussi vous asséner quelque chose que vous devez absolument, quelque chose à quoi vous devez absolument adhérer. Donc on peut avoir aussi l'effet inverse. Finalement, c'est au spectateur ou à la spectatrice de s'approprier. On revient, oui, on revient à l'appropriation. Voilà. De s'approprier le film qu'il est en train de voir. Moi, je repense notamment à Sois belle et tais-toi de Delphine Seyrig, réalisé en 1976, qui est d'ailleurs archivé chez vous, au Centre Simone de Beauvoir. Il montre une succession d'actrices comme Jane Fonda dénoncer la difficulté des femmes à travailler dans le cinéma, un milieu très masculin. Le sujet résonne déjà avec la vague MeToo qui a déferlé sur le cinéma en 2017, mais aussi il fait écho au thème femmes de cinéma, qui est le thème de cette année au FIFAM. Est-ce que vous pensez que le cinéma a été et est toujours un moyen de porter le combat féministe ? Ah oui, bien sûr. D'ailleurs, puisque vous évoquez Sois belle et tais-toi, il est en cours de restauration, là, justement, et va ressortir sur les... il va y avoir normalement une sortie sur les écrans en 2022. Et ce film est toujours, en fait, l'objet de... Il y a des personnes qui viennent voir, des jeunes comédiennes qui viennent chez nous visionner le film ou qui nous demandent des extraits pour l'utiliser dans des nouvelles productions. Et pendant le confinement, d'ailleurs, la Comédie Française nous a demandé en fait tout le texte de Sois belle et tais-toi, qui a été relu à la table, vous savez, par des comédiennes. Et donc les comédiennes ont relu tous les textes, en fait, tous les dialogues de ce film où on voit des actrices de générations différentes qui racontent. C'est pas tellement la difficulté d'être actrice, mais c'est d'être considérée comme des personnes à part entière sur les tournages, de pas être en but au harcèlement, de pas non plus être toujours d'avoir des rôles un peu, je sais pas comment dire. Niais, pas intelligent, pas les premiers rôles, oui, avec plein de stéréotypes vraiment très négatifs sur les femmes. Et donc ce film a été lu à la table donc, de la Comédie Française. Et ensuite, les comédiennes se sont retournées vers la caméra. On leur a demandé qu'est-ce que vous pensez maintenant en 2021 de ce que disaient ces femmes et Delphine Seyrig à l'époque. La plupart d'entre elles ont malheureusement on dit, eh bien, il y a beaucoup de choses qui sont identiques. Mais la différence, c'est qu'il y a un mouvement plus fort dans la société avec beaucoup de gens très jeunes qui se battent justement contre ces stéréotypes. Et donc, on a espoir justement que ça va faire bouger un peu les critères par rapport au rôle des femmes dans le cinéma. Vous êtes aussi membre, entre autres, de 7e genre. C'est un ciné-club parisien qui se définit comme le ciné-club qui défie les normes. Comment fonctionne 7e genre concrètement ? Alors, le 7e genre, ça a été créé par Anne Delabre, qui est une critique de cinéma journaliste.
Et donc, dès le début, en fait, avec Anne, on en parlait, rejoint donc le collectif qui programme. Et donc, on programme ce qu'on appelle des films de patrimoine LGBTQI. Donc, c'est des films qui ont un peu plus de 10 ans, qu'on va rechercher. Alors, on a souvent des difficultés parce que même si ça n'a que 10 ans, il y a des fois, on a les copies, mais on n'a pas les droits. Alors, on a les droits, mais on n'a pas la copie. Bref. Et l'idée, c'est de montrer justement des images différentes de personnes qui sont soit lesbiennes, soit gays, soit trans. Enfin, peu importe, mais en tout cas de montrer comment le cinéma a... alors soit il y a des films des fois qui sont un peu vers la caricature, mais on essaie plutôt de montrer des films qui présentent de façon, on va dire, plus équilibrée ces personnages. Et ça donne lieu à chaque fois à un débat. Et ça marche très très bien parce qu'il y a vraiment une soif aussi, par exemple, notamment chez des jeunes LGBTQI, d'avoir des images dans lesquelles ils peuvent se projeter, ils et elles peuvent se projeter. Et donc finalement, c'est aussi encore une fois rendre accessibles tous ces films et apporter en quelque sorte une nouvelle analyse sur ce cinéma. Exactement. Et Anne Delabre, qui est vraiment une très bonne critique de cinéma et qui connaît très bien donc, le cinéma LGBT, elle a à chaque fois à cœur soit d'inviter quelqu'un qui va avec elle, en fait, parcourir le film, donner des indices, etc. Et on rentre toujours vraiment bien dans les détails du personnage, de la façon dont il est filmé, à quelle époque ça a été fait, qu'est-ce qu'il y avait par exemple comme loi dans le pays à l'époque par rapport à l'homosexualité, est-ce qu'il y avait des lois répressives, comment étaient représentées les femmes lesbiennes ou les hommes gays ou les personnes trans. Et donc on arrive à des débats vraiment très intéressants, sans oublier le cinéma, c'est-à-dire sans oublier aussi comment un art peut se mettre au service justement d'autres personnes. Et finalement, c'est quoi pour vous l'engagement ? Ouh là là, alors grande question, là, on va faire un séminaire de 4 heures. Je crois que ça dépend des personnes. En fait, il y a des personnes qui sont engagées, par exemple, je ne sais pas, pour faire construire un terrain de sport dans leur ville. Ça peut être un engagement, ça peut être des personnes qui sont engagées par rapport à l'environnement, donc ils vont lutter pour que des choses bougent. Moi, mon engagement, il est à la fois dans mon travail et mon engagement, en fait, sont mêlés. Comme féministe et comme militante lesbienne, mais aussi, ça peut être aussi dans mon quartier, avec mes voisins, sur des questions, on va dire, plus de cohabitation ou de vie dans sa rue, dans son quartier. Donc ça peut être très large. Pour moi, c'est aussi être présent, en fait, dans la société. Mais bon, pour moi, ça a toujours été comme ça depuis que, déjà à l'école, j'avais le souci, en fait, aussi de me battre pour des choses qui me paraissaient importantes. Donc, c'est un peu, on va dire, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais en tout cas, c'est quelque chose pour moi qui fait partie de ma vie, de mon travail, de mon engagement avec les gens que j'aime. Et comme je vous disais, même dans mon quartier aussi, c'est pareil. Pour moi, c'est vraiment essayer d'avoir sa place comme citoyenne aussi, essayer de faire bouger un petit peu les choses, quoi. Merci beaucoup, Nicole Fernandez-Ferrer. On arrive à la fin de cette émission. Je rappelle que vous êtes la directrice du centre Simone de Beauvoir, situé à Paris, et dont vous viendrez nous présenter 4 films féministes engagés au FIFAM cette année. Vous pouvez retrouver toutes les émissions de Parlez-vous cinéma sur la chaîne YouTube du festival. À la prochaine.